Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture consacré cette semaine à la rentrée théâtrale. Nous parlerons tout d'abord d'un sujet grave qui revient dans beaucoup de productions de cet automne, le couple, ses grandeurs et surtout ses servitudes. Nous parlerons aussi de la reprise au Théâtre Montparnasse de la célèbre pièce de Yasmina Reza, Art, avec François Morel et ses complices des Deschiens. Est-ce que cette version souffre la comparaison avec celle originelle où brillaient Pierre Vanek, Fabrice Lucchini et Pierre Arditi? C'est la question que je poserai à mes quatre invités d'aujourd'hui qui ont tous fait du théâtre de leur vie un théâtre, à commencer par le splendide Marin de Viry qui officie chaque semaine ou presque au Figaro Magazine, tout comme sa voisine de gauche, Laurence Caracalla, toujours exigeante mais juste. Avec nous aussi le flamboyant Bernard Babkin, qui vient à peine de dépasser l'âge du journal dans lequel il travaille, Madame Figaro, qui a ses 45 ans, et Dominique Poncet, qui elle, vient de fêter à peine les 50 ans de Lire Magazine, voilà, dont c'est l'anniversaire cette année aussi. Tous ces journaux n'arrivent pas à la cheville du Figaro, qui, comme vous le savez, aura 200 ans l'année prochaine. On commence cette émission avec ce couple qui est vraiment à l'affiche de nombreuses productions en cette rentrée. On va un petit peu détailler une dizaine d'entre elles avec vous quatre. Mais peut-être un mot d'ordre général. Marin de Viry, vous qui êtes un spécialiste international du couple, comme en témoigne votre dernier roman, Le continent masculin, aux éditions du Rocher. Oui. On a l'impression quand même que pour les auteurs de théâtre, le couple, ça se rapproche plus de Jacques Chardon, vivre ensemble, c'est se meurtrir l'un et l'autre, que des promesses bibliques. Oui, c'est-à-dire que ce qui est très frappant dans toutes les pièces qu'on a vues tous autour du couple contemporain, c'est qu'en fait, quand on parle de couple, en général, on parle d'amour. Enfin, en tout cas, on parle peut-être pas que d'amour, mais principalement d'amour. Et que là, l'électricité, le niveau de voltage qui s'attache en général à la notion d'amour n'est pas du tout présent dans ces pièces. On est plutôt dans l'ordre de la liaison tiède et la déliaison froide, assistée par un professionnel de santé, en l'occurrence un psychologue, beaucoup plus que, disons, dans l'incandescence amoureuse ou passionnelle. Voilà. Et c'est ça, moi, surtout, qui m'a frappé, alors que plus on s'éloigne dans le temps et qu'on va vers Balzac et Tolstoï, dont, si j'ai bien compris, on va parler, plus il y a une forme d'énergie qui se dégage. Mais le couple contemporain, on a vraiment un peu l'impression que c'est un peu représenté sous la forme d'une prison conjugale, dans un style très Simone et Roger, quoi. Simone est sur son mirador, en train de vérifier que Roger ne s'évade pas. Roger essaye de s'évader en rampant en zigzag sous les barbelés pour aller vers une maîtresse fantasmée ou réelle. Et puis finalement, il décide de lui-même de rentrer dans sa cellule parce qu'il y a les odeurs de bouffe et un risque sur le patrimoine s'il s'en allait. Voilà. Et donc on a quand même un peu l'impression que c'est dans ce climat-là que ça se passe. Ce qui pourrait paraître un peu décevant, même si chacune des pièces prises individuellement est intéressante, bien faite, correctement manufacturée, etc. Mais on est dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de petite bourgeoise s'agissant de l'intensité du sentiment amoureux. Mais c'est intéressant la distinction que vous faites entre les pièces un peu à caractère historique. On va peut-être commencer par celle-là, puisque là, au moins, il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a de la passion, qui sont effectivement les misères de la vie conjugale de Balzac ou le bonheur conjugal de Tolstoï au Poche Montparnasse. On va commencer par ça. Puis après, il y a Célimène et le Cardinal, il y a le mariage de Figaro. Toutes ces pièces-là, qui sont un peu historiques, si je puis dire, laisse quand même de la place à l'amour avec un grand A, même si subit quelques... On ne peut pas dire chez Balzac que ça soit flamboyant, l'amour. Non, parce que ça... pas non plus au sommet de la gloire. Il parle aussi beaucoup des tourments et de l'ennui. Et à dire que ça ne va pas. Et à calculer en secret. Oui, voilà, donc ils sont très contemporains, du coup. Elle a totalement intériorisé la formule de Stendhal. Il faut toujours considérer qu'un mari est un ennemi. Et lui se comporte en ennemi qui ne dit pas tout à sa femme, etc. Et les deux sont d'accord pour fabriquer une façade sociale et une unité fonctionnelle destinée à l'élevage des enfants. Mais on n'est pas... Il faut peut-être préciser de quoi il s'agit. C'est Pierre-Olivier Morlin qui a repris les textes de Balzac et qui les a synthétisés. On a fait une sorte de... Très bien. Très bien. On ne sent pas les coupes. Il y a une continuité dans le texte qui est formidable. C'est chronologique, c'est le couple vu à travers les âges. Au moment de la rencontre jusqu'aux premières jalousies. Voilà. Alors, il a pris 2 textes de Balzac, les Petites Misères, et puis Physiologie j'ai aucune mémoire, du mariage. Voilà. Et donc,
le couple se délite au fur et à mesure, quand même. Et ça se passe milieu 19e siècle. Voilà. Et c'est un bijou. Oui. Avoué. Oui, mais on est en plein déploiement de la logique marxiste, c'est-à-dire du couple matérialiste, quoi. Et d'ailleurs, il y a un retournement de la pensée, de la vie intérieure de l'épouse, de la femme, à la fin, qui dit, mais au fond, tout ça, c'est des conneries, et l'important, c'est d'avoir sa propre vie affective de façon autonome, et pas que ça se sache, quoi. Voilà. Oui, de sortir avec le voisin. Oui, surtout avec le voisin, qui est musicien, donc c'est sympa. Romantique, mignon, jeune, etc. Voilà. Mais ça reste des petites misères de la vie conjugale, d'où le titre du texte. On n'est pas dans les drames contemporains. Il ne se tue pas, mais en fait, il meurt à petit feu. Il meurt à petit feu, mais tout est quand même sous-jacent. C'est un peu planqué sous le tapis, quand même. Hein, les haines ou les tourments ou tout ça, c'est un peu planqué sur le tapis. C'est très bourgeois, quoi. Oui. On ne dit pas grand-chose. Mais c'est merveilleusement bien joué. Je trouve que l'adaptation du texte est formidablement faite. Et, il y a un côté Feydeau aussi. Oui, il y a un côté Feydeau, Marx. Voilà, joli mariage. Voilà un joli coup. D'ailleurs, c'est dans la petite salle du Poche Montparnasse. Oui. On est très près et c'est des une mise en comédiens. scène très... Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de moyens au Poche. Moi, je suis une cliente du Poche. Et je trouve que là, la mise en scène est formidable parce qu'avec 3 francs 6 sous, ils nous font revivre des années de vie conjugale. C'est fou. Avec rien, avec une lumière, une robe, un foulard. Je trouve ça vraiment un petit bijou. On sort de là, on est... Et toujours en Poche Montparnasse, le bonheur conjugal de Tolstoï. C'est pas tout à fait la même thématique, c'est plutôt l'écart, l'ennui, l'écart d'âge. En fait... il y a un moment, ils sont deux, ils se marient, quoi. Elle, avec une sorte, pas de précepteur, mais d'ami de la famille, très bien. Ils se marient et lui propose à elle d'aller à Saint-Pétersbourg pour la saison des bals. Elle s'amuse beaucoup et comme elle est très très belle, elle est l'ornement, si je puis dire, de la société russe, de Saint-Pétersbourg. Bon. Et en fait, lui, comme il voit que sa femme est désirée, il ne la désire plus. Il y a un moment comme ça de rupture dans le regard qu'il porte sur sa femme, alors qu'avant, ils étaient dans un truc christo-fusionnel russe. La campagne, perdu dans une campagne. Oui, voilà, mais christo-fusionnel russe. Ils avaient que ça à faire. L'amour, le devoir, la fusion de l'amour et du devoir, c'était formidable, le couple, dans l'absolu. Bon. Et là, tout à coup, ça se délite à cause de la vie mondaine et du fait qu'il y a le regard des hommes sur sa femme qui le débecte, si je puis dire. Et qu'elle est bien plus jeune. Oui, c'est ça, il y a l'écart d'âge qui joue. En plus. Bon. Et donc, c'est un très beau texte, mais c'est un texte sur une sorte de conversion spirituelle de l'amour que 2 êtres ont l'un pour l'autre. Et c'est très bien fait aussi, très très bien fait. Très bien fait. Il y a un musicien, il y a un pianiste qui accompagne, Beethoven. Ouais. Ça coule. La comédienne est formidable. Oui. C'est, comment elle s'appelle, Anne Richard. Anne Richard, oui. Et elle est très investie par son rôle, on la sent. Oui. Là, c'est pareil, on est en bas dans la toute petite salle du Poche Montparnasse. Oui. Et c'est comme un cabaret un peu. On est très, très, très près des acteurs et on sent sa respiration, on sent ses pulsions, on sent tout. On a envie de lui répondre presque. On sent le poids des ans, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'effet écran d'un grand théâtre. Non, du tout. On est sur la scène. Pas de 4e mur, il n'y a pas de mur. Oui, absolument. Bon, Mariage de Figaro, Laurence Caracal, là, il y a quand même l'amour, le mariage qui triomphe à peu près à la fin, mais entre-temps, il s'est passé... J'ai calculé, ils sont 10 comédiens sur scène, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens, c'est absolument formidable, je conseille à tout le monde d'aller voir ça. Je crois que Toretton était ennuyé parce qu'il n'a pas tout à fait l'âge de Figaro, il est un peu plus âgé. Mais alors, on ne le sent absolument pas, je pense qu'il perd 3 kilos à chaque représentation. Alors, le décor est beau. Vous voyez, là derrière vous, on voit cette toile de Jouy ravissante. Les costumes sont amusants parce que c'est un peu mélangé. Et tous les comédiens sont en harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un de moins bien que l'autre. Ils sont tous formidables. Je ne peux pas tous les citer, j'ai parlé de Toretton, mais il y avait... Et puis, c'est une pièce, alors c'est très banal de dire ça, qui est extrêmement moderne, bien sûr, sur le rapport de classe. Et qui a une résonance particulière aujourd'hui, peut-être. Oui. Et c'est une pièce en scène par Léna Bréban qui a coupé. C'est surtout une pièce, en tous les cas, elle l'a pas axée là-dessus, mais c'est vraiment une pièce sur le consentement, puisque le comte Almaviva, qui est donc le maître de Figaro, veut bien que Figaro épouse la jolie Suzanne à une condition,
Elle passe à la casserole. Elle passe à la casserole avant, c'est son droit de cuissage. Alors que lui-même avait aboli le droit de cuissage. Oui, le droit de cuissage a été aboli. Puisque bon, c'est la suite. C'est un monstre, un peu. C'est joué par Grégoire Osterman, qui est magnifique dans ce rôle-là. Osterman, il est formidable. Et on rit beaucoup, et je veux dire pourquoi ça m'a un peu gêné de rire, mais voilà. Après. Pourquoi? Bon, moi, je ne trouve pas. C'est la première fois. Je trouve que le fameux dialogue final, ou presque final, qui est donc le plus long de tout le théâtre français, il le fait à toute vitesse, rapidement, Toretton, et vraiment il le fait bien parce que c'est pas facile. On verra plus tard avec art, comme les monologues, ça peut être difficile à interpréter, en tous les cas, pour intéresser son public. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est politique, là aussi, hein. Il y a un discours politique. C'est politique, évidemment. Comme je le disais, le rapport de classe. D'ailleurs, à l'époque, la pièce de Beaumarchais avait été interdite. Oui, il l'a remaniée. Il la détestait, parce qu'évidemment... Voilà, et on sait que ça va annoncer un événement un peu important qui se déroulera juste après. Ça dure, je ne sais pas, 1h30, 1h15, 1h50 peut-être. Je n'ai pas vu le temps passer. Les gens étaient mort de rire pendant tout le spectacle, mais Bernard n'a pas l'air d'aimer rire pendant non, c'est après chez moi, une fois chez moi. Moi, j'ai beaucoup ri pendant le spectacle parce que c'est traité vraiment comme une farce, enfin comme une comédie très très brillante. Une brillante comédie qui va vite, c'est formidable. Et après, on se dit, mais de quoi on rit finalement? On rit, moi j'ai beaucoup ri du comte Almaviva, qui est quand même un gros salaud. Et donc on dit, bah tiens, on rit d'un salaud quand même, qui est vraiment désagréable. Et j'ai beaucoup ri, moi j'ai beaucoup ri. À la fin, mais moi, il me fait pas rire, Almaviva. Non, mais pendant le spectacle, il le joue, Grégoire Osterman, il le joue d'une façon assez ironique et assez drôle. Ironique. Donc on rit de ça, et quand même on se dit, qu'est-ce qui se passe? Beaumarchais, il a écrit cette pièce après, donc le féminisme, enfin voilà, le rapport de classe, l'argent. Après, il y a eu la Révolution française, qui est une chose terrible. Après, disons qu'il y a mai 68, voilà, il y a des tas de choses qui sont passées. Il y a MeToo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaumarchais pourrait écrire la même pièce aujourd'hui. Donc on se dit, bah alors qu'est-ce qui se passe? C'est un truc sur la nature humaine. Ça m'a rendu amer. Oui, ça m'a rendu amer sur la nature humaine. Voilà. Mais on peut rire de la nature humaine de temps en temps. Oui, mais bien sûr, mais moi je ris de moi-même, je ris de vous, mais c'est quand même désespérant de se dire que... Quand vous revoyez Le Bourgeois gentilhomme ou Les Précieuses ridicules, encore un siècle plus tôt... J'en connais pas de Précieuses ridicules. Vous êtes sûr? Vous travaillez... pardon. Ça, c'est très... Je retire. Il ne faut pas rire des femmes de 45 ans. Et puis, il fait attention. Hein. Il a peur à la sortie. Il ne peut pas être viré. Célimène et le Cardinal, c'est moins drôle quand même. Ça, alors pardon, le Mariage du Figaro, c'est à la Scala. Oui, et Scala. Et ce qu'il y a de joli aussi, c'est dans la mise en scène, je reviens sur une chose, c'est que ça va très vite. Sauf que justement, dès qu'il y a un discours ou un monologue de Figaro, elle ralentit tout et là on entend le texte magnifiquement. C'est-à-dire qu'il est rythmé le texte. On rit des choses un peu comme ça, marrantes, des situations marrantes. Vous êtes ma mère, je suis ton père, enfin bref. Et puis tout d'un coup on entend ce qu'il veut dire. Grâce à la mise en scène. Le sous-texte, quoi. Et puis le plaisir d'entendre des tirades qu'on connaît. C'est toujours un plaisir de les entendre un peu différemment. Et ça, elle a fait... Je crois que c'est Léna Bréban. Léna Bréban, bien sûr. Elle a adapté, elle a coupé le texte quand même. Est-ce qu'elle a réussi d'en faire une troupe quand même? Parce que Toretton, qu'on met en affiche, parce qu'il attire peut-être du public, mais il pourrait prendre le dessus, et pas du tout. Ils se font dans la troupe. Et ça c'est un exploit pour Toretton. C'est un homme de troupe, c'est un homme de théâtre, Toretton. Oui, mais enfin, il aime souvent prendre le dessus. C'est pas du tout le cas. Et là, c'est pas le cas, et c'est formidable. Célimène et le Cardinal, Laurent? Oui, alors c'est une pièce de Jacques Rampal qui a quand même le culot, si je puis dire, d'imaginer la suite du Misanthrope. C'est-à-dire, je vous rappelle que le Misanthrope, notre ami Alceste, est dégoûté du monde et il s'en va s'isoler quelque part et il laisse la belle Célimène à sa vie d'aventure et de mondanité. Elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir, elle ne veut pas le suivre, mais c'est tout de même un grand amour. Et là, pour un couple culte, c'en est un. Donc Jacques Rampal, non seulement imagine une suite, il l'écrit en alexandrin, avec vraiment la langue de Molière, donc c'est assez époustouflant parfois. Et il se retrouve, mais Alceste, qui devait donc devenir un pauvre homme disparu je ne sais où, il est devenu cardinal, c'est-à-dire un poste c'est un personnage extrêmement important. Si j'ai bien compris, il est presque aussi important que le roi, j'y viens juste après. Et donc, pour arriver jusque-là, il a dû quand même un petit peu avoir de l'ambition et faire 2-3 choses pour y arriver. Et pour une raison un peu fallacieuse, il décide de retourner voir Célimène, qui, elle, donc 20 ans plus tard, elle a une quarantaine d'années, elle est mariée avec un bourgeois
donc d'une classe un petit peu inférieure à la sienne, mais qui a beaucoup d'argent. Elle a 4 enfants et elle est toujours aussi libre, joyeuse. Coquine, elle pose nue pour son mari, qui a des velléités d'être un peu dessinateur. Et donc, c'est la rencontre de ces deux... Les retrouvailles, en fait. Les retrouvailles de ce couple qui s'est beaucoup aimé, et on comprend au fur et à mesure que l'amour est toujours là, même si, comme toujours, ils sont aussi opposés l'un à l'autre. Je trouve qu'Amélie Gonin, elle fait ça très bien parce que elle a plus l'air d'une toute jeune fille, elle a vraiment l'air de son rôle, et puis elle est amusante, un peu pas du tout folle, un peu très très gaie. Et lui, qui est donc Robert Plagnol, je le trouve peut-être un peu moins bon parce qu'il éructe beaucoup, il est dans la colère sans arrêt, il y a un peu moins de nuances à mon avis. J'avais envie parfois qu'il le baisse d'un ton, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est une pièce vraiment très amusante. Ça dure pas longtemps du tout. Je dis ça aux gens qui ont peur. Ça parle de religion, ça parle d'illusion et puis d'illusion perdue. Et puis ça parle aussi de est-ce qu'un amour peut résister au temps et tous les drames qui a pu se passer entre eux. Voilà. Non, c'est très bien. Bernard Dominique, Philomène Cardinal, oui. Ah, mais moi, j'ai adoré. D'accord sur Plagnol, je mets un petit bémol. Ouais. Je pense qu'il est indirigeable, mais bon, il crie beaucoup. C'est un peu... mais sinon, la pièce, c'est très joli parce que de temps en temps, ils se rapprochent et puis ils se réaffrontent et ils recommencent leur histoire de 20 ans avant. Et lui, il est évidemment cadenassé dans son rôle, de près là. Et elle a envie d'y aller, mais elle ne sait pas trop. Enfin, c'est un jeu de cache-cache que je trouve absolument délicieux. Et ils s'affrontent durement. Ils s'affrontent violemment. Marin. Pas cucu. C'est très recommandable, hein, même si effectivement je trouve que le personnage de Cardinal est un peu raidichon, quoi, un peu raidichon et un peu. C'est Alceste quand même, on va pas le faire d'un seul coup. Mais justement, je lis ça à la réflexion que je me suis faite après, mais ça c'est plus une réflexion sur le travail de Rampal que sur la représentation elle-même, qui est tout à fait recommandable. Hein. Franchement, on peut y aller, on passe un excellent moment, c'est très bon. C'est au Lucernaire. Oui, c'est au Lucernaire, absolument. Mais je me suis demandé après, est-ce que au fond cette espèce de cohérence extrêmement grande qu'il y a entre la fin du Misanthrope et le début de cette pièce est aussi évidente que cela. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que Alceste doit absolument devenir ce cardinal un peu janséniste, raidichon, etc. Et Célimène doit-elle absolument rester fidèle au personnage de la jeune fille mondaine et qui aime bien la vie qu'elle était 20 ans avant. Bon, parce qu'ils sont parfaitement cohérents par rapport au point de sortie, si je puis dire, de leur personnalité de la pièce. Moi, je me demande s'il n'aurait pas fallu faire un chiasme, c'est-à-dire lui devenu libertin et elle devenue au contraire prude. Non, il faut écrire une autre pièce. Et ça serait une pièce de Marin. Non, mais je me suis demandé, j'ai trouvé que c'était exagérément cohérent. Oui. Je voulais dire. Mais oui, mais c'est... Comment voulez-vous qu'il fasse autrement ? Autrement. Il y avait eu, mais moi, je pense aussi que le personnage d'Alceste, là, il est tellement joué fort, durement, abruptement par ce comédien, que ça... Il est mieux écrit que ça, voilà. Ouais. Je pense que... Sans doute. Parce que je l'avais vu à la création, moi qui vous parle, il y a très longtemps... avec c'était Gérard de Sarthe et Ludmilla Michael. Et de Sarthe ne jouait pas du tout comme ça. De Sarthe était plus fin, beaucoup plus fin, beaucoup plus caille-caille. Moins raide. On peut dire que c'est une mise en scène de Frédéric Lazzarini. Bravo. Ah oui, qui est une... Et c'est personnellement au Lucernaire. Ouais. On enchaîne avec les pièces. Alors là, on fait un saut de deux siècles dans le temps. Justement, les pièces contemporaines dont vous disiez tout à l'heure, Marin, qu'elle évoquait moins la chaleur de l'amour que la froideur de la vie conjugale. Par laquelle commence-t-on? Parce qu'elles sont toutes sous le même, je ne sais pas, une heure à t'attendre. Une heure à t'attendre, oui. On fait ça. Bon. Une heure à t'attendre, l'argument est très... Donc, Théâtre de l'Œuvre. Au Théâtre de l'Œuvre, l'argument est très simple.
2 hommes s'expliquent sur le fait qu'il y en a un qui est marié à une femme et que l'autre est l'amant de cette femme. Et ça se passe dans un appartement où la femme en question doit rejoindre son amant, mais l'appartement appartient à l'homme qui a piégé les 2 amants pour qu'il y ait une scène. Mais l'amant ne le sait pas. On n'en sait pas. Non, mais l'amant ne le sait pas. C'est un petit côté Pinter au départ. Voilà, absolument. C'est un côté Pinter. Non. Ouais. On a un petit peu moins. Non, 10 minutes. 10 minutes. C'est ça. Un petit peu moins relevé sur le plan. Bon, mais le texte est très bien fait, c'est très bien écrit, etc. Je vais vous dire, vous allez dire que je suis un peu systématique dans mon désir d'inverser Encore les croiser choses. les trucs. Non, mais j'avais l'impression en fait que l'acteur qui joue l'écrivain, donc l'écrivain c'est l'amant, aurait dû jouer l'avocat qui est le mari. D'accord. Et vice-versa. Il faut faire du théâtre, parce que... Non, mais... Bon, Sylvain Méniac, si vous nous entendez, est prêt à vous proposer ce service. Vous coacher. Non, mais sinon, pièce très amusante, avec un retournement final tout à fait louable dans la mise en scène, dialogue de très bon niveau, et on ne voit pas du tout l'objet du délit, c'est-à-dire la maîtresse. Ah non. Et puis il y a Nicolas Vaud quand même. Nicolas Vaud et Nicolas Vaud. Mais moi, je trouve qu'ils sont très bien à leur place, tous les 2 acteurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais ça fait la deuxième. Non, oui, mais ça fait la deuxième, il y en aura une 3e dans l'émission. Il y en aura une 3e. Moi, je trouve que Vaud, il est parfait. Il est inquiétant, il est incisif, il est jaloux. Oui, mais avouez qu'il aurait été parfait. Il a les yeux comme... Oui, mais avouez qu'il aurait été parfait en écrivain halluciné. Alors que il est pas... Frémont, il est pas halluciné. Thierry Frémont, il aurait été parfait en avocat stratège. Est-ce qu'il est halluciné? Non, Nicolas Vaud, il est très grand, il est mince, et là, il a les cheveux longs, il a la tête comme ça. On dirait un oiseau de proie qui veut saisir quelqu'un. Thierry Frémont est plus carré, il est plus massif, il est là, il est carré. C'est un homme plus terrien. Donc les 2, ça se mélange bien. Alors peut-être qu'ils auraient pu inverser les rôles. Souvent, au théâtre, on peut faire ça pour les acteurs. Mais il faut écrire une autre pièce, peut-être aussi, non? Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que sur le plan de la composition de la pièce, cet avocat d'affaires prétentieux, stratège, malin, riche. Et malheureux. Pas si malheureux que ça, parce que se disant quand même avec ma combine de laisser ma femme avoir un amant, et en mettant l'amant dans ma poche, ça va me permettre de garder ma femme, ce qui est un truc... Bon. Il y a des gens qui font ça. C'est une stratégie basique. Oui, je dirais que c'est un grand classique, enfin parisien, quoi. C'est un grand classique, oui. Il ne faut pas faire l'étonner non plus. Mais non, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas un homme, alors. Allez, on avance. Un château de cartes au théâtre des nouveautés, Laurence Caracalla. Alors, je serais bien en peine de vous raconter vraiment l'histoire de cette pièce, parce que il y a un renversement de situation, et vraiment, je vais gâcher le plaisir de tout le monde si je le raconte. Ça commence vraiment comme une pièce de boulevard. Un couple qui viennent d'inviter à dîner un de leurs copains, et puis débriefent le dîner dans leur chambre. Et ça se passe pas. Et ça se passe pas bien, parce que Adam, qui est donc le personnage principal, merveilleusement d'ailleurs interprété par Gérard Darmon, est très jaloux. Il est persuadé que sa femme, Isabelle Gélinas, le trompe. A acheté une nouvelle robe. Oui, elle est ravissante d'ailleurs dans cette pièce. Alors pourquoi une nouvelle robe? Très belle. Alors pourquoi tu as acheté cette nouvelle robe? C'est pour plaire à Vincent, etc. Elle a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, elle en a ras-le-bol. Et le fameux Vincent revient parce qu'il est tombé en panne d'essence devant la maison, et qui revient pour téléphoner ou je ne sais quoi. Voilà le début. Donc on est absolument persuadé d'être dans une pièce un peu classique et un peu banale. Il se passe quelque chose, encore une fois. Je ne dirai pas ce qui se passe. La pièce est divisée en gros en 3 parties. C'est très surprenant. C'est pas du tout ce à quoi on s'attend dès le départ. Donc on va plutôt parler des acteurs qui sont tous les 3 vraiment formidables. Darmon, il est même très émouvant. Je l'avais assez rarement vu dans des choses comme ça où il est un peu amusant et puis très vite très émouvant.
Isabelle Gélinas, j'adore cette actrice. Elle est toujours parfaite. Elle est toujours parfaite, elle est belle, elle est magnifique. Et Stéphane Vostovitch, qui joue donc le rôle du pseudo-amant, il est très très bien aussi. Ils sont tous bien. Ils sont tous les trois, ils s'accordent bien. Voilà. Alors j'ai quelques petites réticences sur le texte qui parfois est un petit peu faiblard quand même. Il y a certains passages que je trouve pas très original. Donnez le nom de l'auteur puisque vous en dites du mal. Alors l'auteur c'est Adrien Raca, qui est un jeune auteur. Donc déjà il a le mérite de faire du théâtre, d'avoir une idée qui apparemment fonctionne. D'avoir écrit beaucoup de choses, déjà, il n'a que 40 ans, donc je trouve ça bien. On peut dire aussi que le metteur en scène s'appelle Serge Postigo et que le décor est très amusant parce que ça se transforme de manière pas très visible. On n'attend pas 2 heures entre chaque... non, du tout, des projections qui font que ça change comme ça très lentement, très instantanément. On ne sait plus très bien où on est. On peut dire quand même que c'est une pièce de fou. C'est une pièce de fou, on peut dire ça. Oui. C'est une pièce qui se joue à plusieurs niveaux de réalité, donc... Si on le raconte, c'est fichu. Voilà. Non, on raconte. Alors on va raconter une autre. C'est vrai. Si on passait à Claude Simon. C'est vrai que. Essayez de nous convaincre qu'une pièce de Claude Simon, la pièce de Claude Simon, qui s'appelle La Séparation, au Bouffe parisien, vaut la peine d'être vue. Ah ben oui. On est d'accord. Allez-y, Bernard, allez-y. Claude Simon, le nouveau roman. Oui, le nouveau roman. D'ailleurs, c'était un roman au départ, cette pièce. L'Herbe. Ça s'appelait L'Herbe, que je n'ai pas lu. Donc voilà, j'y allais neutre. Et donc la séparation, c'est quand même une double tragédie domestique. C'est-à-dire qu'il y a ça se passe à la campagne, tout est pourri au monde de l'amour, même les fruits qui tombent des arbres, parce qu'il y a des fruits de partout qui tombent, des poires, voilà. Et ça se passe dans 2 cabinets de toilette, 2 salles de bain qui sont contiguës comme ça. Il y a juste une petite cloison qui les sépare. Au théâtre, c'est toujours assez excitant de voir ce qui se passe côté jardin et ce côté cour en même temps d'une façon simultanée. Et d'un côté, il y a les parents, la mère et le père, qui racontent leur vie, et puis de l'autre côté, le fils qui est marié et la belle-fille. Et c'est une pièce miroir, avec un effet miroir qui est alors c'est une pièce très littéraire, on se doute bien, il y a énormément de monologues, mais qui sont magnifiquement bien dits par tout le monde. La distribution est prodigieuse. Et il y a un effet miroir qui fait que la mère est toujours dans cette salle de bain face à son miroir, comme ça elle se maquille, elle boit un peu des coups, elle est drôle parce qu'elle boit du cognac, elle ne veut pas que ça soit dit, donc elle l'a mis dans un flacon Chanel numéro 5. Donc, et elle en boit tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude Simon. Mais ça, je pense que c'est pas lui qui a dû mettre ça dans la mise en scène. Et elle se regarde tout le temps dans le miroir. Et derrière, si on va de l'autre côté du miroir, c'est sa belle-fille qui se regarde aussi dans le miroir et qui peut regarder de l'autre côté du miroir. Et chacune peut se voir finalement. Et ils s'entendent un peu. Oui, ils s'entendent un peu, mais chacune pourrait voir finalement ce qu'elle était. La mère pourrait voir ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme malheureuse et une femme qui a envie de tromper son mari. Et l'autre peut voir une vieille femme alcoolique et c'est peut-être ce qu'elle va devenir. Donc ça, cet agencement-là est très subtil. C'est très très bien fait avec des éclairages magnifiques, on des tableaux de Hopper. Enfin, tout ça est très très bien fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes. Alors le fils, par exemple, la scène d'ouverture, c'est une scène entre le fils et sa femme qui est assez longue, très explicative, très descriptive. Ça décrit la campagne, les fruits qui tombent, le train qui passe. Il le fait très bien d'une façon, moi j'ai trouvé pas très sensuelle, mais d'une façon très technique. Je crois que Dominique n'est pas d'accord avec moi, mais il le fait d'une façon très technique, très bien, très jouée, très théâtrale. Mais alors après, il y a quand même notre amie la mère, Catherine Yegel, son nom m'échappe toujours, je ne sais pas pourquoi, Catherine Yegel, qui est là, mais qui est c'est une leçon de théâtre. Enfin, c'est tout en même temps, on en vit. Catherine Yegel qui avait fait ses débuts au Bouffe parisien d'ailleurs, il y a quelques décennies. Ah oui, avant le français alors. C'était au Bouffe parisien. Et vous en savez. Léa Drucker qui est très fine aussi, avec un rôle assez difficile, où elle a moins de choses à dire, moins de choses à faire, mais elle le fait très finement. Elle le fait très 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 finement. Et il y a un rôle. Et en plus, c'est la pièce rapportée, donc elle n'est pas dans le jus. Elle est un petit peu en dehors. Elle n'est pas dans le jus de la il y a un rôle absolument aussi, et ça c'est à la magie du théâtre aussi. C'est qu'il y a Catherine Ferrand qui est une sorte d'infirmière, parce qu'il y a une vieille tante qui va mourir, qui est dans une pièce à côté, qui va mourir. Malade, oui, mais tout le monde va mourir finalement. Ils sont tous morts. Mais nous allons tous mourir.
mourir. Oui, nous allons tous mourir, mais c'est vrai, mais peut-être pas tout de suite. Mais alors, en tout cas, on ne meurt pas après la pièce, parce que vraiment, c'est une pièce emballante. Et il y a Catherine Ferrand qui joue cette espèce d'infirmière bossue, très bossue, voilà, toute blafarde, et qui est l'archange de la mort un peu, et qui décrit un peu tout ce qui se passe dans la maison. Et l'ensemble, ça fait quelque chose, on est envoûté, on est vraiment envoûté. Dominique, un petit mot pour conclure. Et oui, c'est une pièce comme ça. En plus, c'est une pièce qui parle quand même que de choses gaies. La décrépitude, la fin du monde, la fin du couple, l'alcoolisme, voilà, tout est pourri. Et c'est vrai qu'on sort de là quand même requinqué, parce qu'il y a le jeu des acteurs, parce qu'il y a la mise en scène de Françon qui est quand même une merveille. Je ne sais pas comment il a réussi à mettre en scène et à diriger ses acteurs pour dire des phrases aussi longues et descriptive. Franchement, moi j'étais... On est convaincus, la séparation. On a réussi la... Oui, on est convaincus. Malheureusement, on parlera d'un pas de côté avec Isabelle Carré et Bernard Campan dans quelques semaines, parce qu'on va refaire une émission avec, j'espère, Pierre Arditi, normalement, ce qui permettra de parler aussi de pièces Montparnasse. Je me souviendrai de presque tout au Théâtre Montparnasse, mais puisque nous parlons du Théâtre Montparnasse, restons au Théâtre Montparnasse avec cette reprise de Art, cette pièce absolument incroyable de Yasmina Reza qui est jouée dans le monde entier depuis sa création, ça doit être une trentaine d'années. 94, voilà, 31 ans. En ce moment même où je vous parle, d'ailleurs, les acteurs se préparent pour la jouer à Broadway, en même temps qu'au Théâtre Montparnasse à Paris. Marin, je sais que vous n'avez pas vu la nouvelle version, mais vous êtes un spécialiste de Yasmina Reza, un fan de Yasmina Reza. Un fan, oui, plutôt qu'un spécialiste. Pourquoi cette pièce continue à aussi bien fonctionner? Parce que mais je sais pas ce que quelques-uns à l'avoir vu dans cette nouvelle version, qui évidemment c'est pas Lucchini, c'est pas Vanek, c'est pas Arditi, mais ça fonctionne presque très, mieux. Très bien. Ça fonctionne presque mieux. En tout cas, ça fonctionne différemment et ça fonctionne très bien. Peut-être que tu n'as pas de mémoire. Alors, avant de parler de la pièce aujourd'hui, la pièce elle-même, Marin. Moi, je trouve que ce qui marche et ce qui est universel, c'est que c'est une pièce qui décrit les mécanismes de comment se forme l'opinion que les uns ont sur les autres. Voilà. Et en fait, la magie de Yasmina Reza, c'est de proposer une situation, j'achète une toile, et puis mes amis réagissent à l'achat de cette toile. Et moi, je réagis à la manière dont ils réagissent à l'achat de cette toile. Et donc, ce qu'il y a d'universel là-dedans, c'est ça. C'est-à-dire l'explication du chaudron mimétique dans lequel est ce groupe d'amis, et qui leur fait dire des choses qu'ils ne pensaient pas du tout sur les autres, avant qu'il y ait cette toile qui soit introduite comme élément perturbateur et qui déclenche une espèce de crise mimétique généralisée dans ce milieu. Et je pense que c'est ça qui est universel. C'est qu'en fait, c'est un... Voilà. Et vous qui aimez bien qu'on change les rôles, Pierre Arditi, ici, nous avait quand même expliqué qu'à la lecture de la pièce, ils n'avaient pas les mêmes rôles, ça ne fonctionnait absolument pas, et qu'ils ont appelé Yasmina Reza en disant « mais moi je devrais faire truc, et machin devrait faire machin ». Et ça a été un succès phénoménal. Donc vous voyez... C'est Yasmina Reza qui a réparti les rôles. Qui avait au départ réparti les rôles. C'est en faisant les répétitions. Et en faisant les répétitions, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Et Arditi a dit « mais moi je vais prendre le rôle de Lucchini », qui avait une grande tirade, et il n'était pas trop content de perdre sa grande tirade, mais il l'a accepté quand même, et Pierre Arditi, d'une façon très drôle, nous a dit, chaque fois que j'arrivais avec ma tirade, je sentais le regard de Lucchini qui me fusillait. Mais c'est beaucoup une gestion des amours-propres, le théâtre, quand même. C'est aussi ça. Ah bon? C'est aussi ça. Avant de parler de cette version-là, je vous propose de regarder la bande-annonce de Art avec François Morel et ses complices Olivier Saladin, Olivier Broche. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une merde, excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Je dois m'en référer à Yvan, qui est notre ami commun. En parler avec Yvan. Quoiqu'Yvan est un garçon tolérant, ce qui en matière de relations humaines est le pire défaut. Je m'appelle Yvan, je suis un garçon sympathique. Il te plaît? Ah oui. Il y a des nuances dans le blanc est plus ou moins blanc. Tu t'énerves ou pas? Pourquoi tu t'énerves? Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Mais oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Ces couleurs le touchent, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. Un cataclysme pour un panneau blanc. Non mais reconnais-le, mon vieux. Mais c'est insensé ce que t'as acheté.
Art au Théâtre Montparnasse avec François Morel, Olivier Brochet et Olivier Saladin. C'est complice des chiens, Laurence? Alors, tout ce que vient de dire Marin est absolument vrai. Simplement, moi, je suis une sentimentale. Pour moi, c'est d'abord une pièce sur l'amitié. Ah oui. Et d'autant plus qu'on sait, puisqu'on les a vus dans Les Deschiens, comme vous disiez au départ, que ce sont 3 vieux copains. Et donc de les voir tous les 3, surtout il y a une scène où ils sont assis tous les 3 sur le canapé, on a vraiment l'impression de voir Les Deschiens, de voir cette mise en scène très amusante, un peu virevoltante, alors que finalement elle pourrait aussi être beaucoup plus statique qu'elle ne l'est là. Je trouve que François Morel a fait un super boulot. Il est formidable, j'en ai assez de dire formidable tout le temps, mais je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ce grand acteur. Mais d'ailleurs, il avait dit que si ses camarades ne la faisaient pas, il ne l'aurait pas. Il ne l'aurait pas fait. Il l'avait adapté. Ce n'est adaptable par lui qu'avec ses 2 anciens copains. Moi, ce que j'aime aussi dans cette pièce, c'est qu'au fond, on se retrouve dans chacun des personnages, ou en tous les cas, on retrouve chacun de ses amis dans un de ces personnages. Vous êtes retrouvé dans le Juriac, Laurence? Moi, je me retrouve plus dans celui, évidemment, de François Morel, parce que c'est mon côté autoritaire. Mais, en revanche, j'ai des amis qui sont très tolérants, comme les Saladins. Et moi, ces amis très tolérants, que j'aime profondément, m'exaspèrent. Donc, je comprends très bien la position de François Morel, agacé par ce côté « je ne veux faire de la peine à personne ». De temps en temps, il faut savoir faire de la peine aux gens, même, surtout quand on les aime. En tous les cas, la pièce est vraiment formidable. Bernard Bapier, et le public est en... Ah oui, ça va être le pas avoir de place. Tabac. Si vous voulez aller la voir, je vous ai dit, à mon avis, c'est pas avant janvier. Ça va prolonger, ils vont faire des prolongations. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on oublie un peu, comme je suis très vieux, j'ai vu la création, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on finalement, on oublie, c'est un prétexte, le tableau. Ça devient un prétexte pour montrer ces fêlures qui se créent dans une amitié quand même normalement très, 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 très solide, et tous fendillent, et puis ils se disent des choses, mais épouvantables quand même. Hein. Et on se demande même si ils vont pouvoir se regrouper. Sur leur couple, d'ailleurs. Se regrouper sur leur couple, leur femme, les pièces rapportées. Voilà. Et ça, c'est très fort. Et là, l'avantage de cette mise en scène aussi, et de Morel, c'est que ça reste quand même assez drôle, c'est tendre aussi, ça reste drôle, c'est jamais méchant. C'est toujours acide, mais c'est féroce quand même. C'est féroce, mais c'est pas méchant, c'est pas de la pure méchanceté, mais c'est féroce. Non. Parce que la pièce, elle est féroce un peu. Hein. Elle est féroce. Non, mais je l'ai pas vue moi cette version. Si je peux, vous l'avez vue. Oui, moi j'avais. Et on rit beaucoup. J'aime beaucoup l'humour de Yasmina Reza, qui est toujours, c'est vrai, un peu caustique. Elle se moque d'elle-même parce que, en fait, elle sort d'un milieu très bourgeois et elle passe son temps à se moquer des bourgeois dans ses pièces. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Je trouve qu'elle a un chic pour faire passer les choses un peu graves avec une légèreté formidable. Laurence, non, je disais simplement que moi qui suis presque aussi vieille que Bernard, j'avais vu aussi la première version, non pas avec Lucchini, mais avec Michel Blanc, parce qu'il avait abandonné à un moment le rôle pour Laurent, ce qui était aussi très bien. Et je pensais évidemment, je me souviens très très bien de la pièce, c'était en quelle année, je ne sais plus. 94. Bon, alors j'étais très très jeune, c'est vrai, à cette époque-là. Et moi, mais je me souviens très bien du fameux monologue d'Arditi. Alors, c'est plus du tout le même, évidemment, par Saladin. C'est complètement autre chose. Celui d'Arditi était très nerveux, il allait très très vite, il avait un mélange il était furieux. Il y a de la méchanceté un peu. Ce qui n'est pas du tout le cas de Saladin. Donc, c'est complètement autre chose, et c'est pas ni moins bien ni mieux, c'est autre chose, c'est différent. Pièce, quand même. Et la pièce, de toute façon, est très différente avec ces acteurs-là que l'originel, je trouve. Absolument. Ça serait très différent avec nous 3. Ouais. Oui, sûrement. Tu ferais quel rôle? Vous ferez quel rôle? Et qui ferait qui? Yvan, vous toujours apaiser les tensions. Oui, moi j'aime pas trop les conflits. Hein. Moi je suis modérateur. Oui, je suis un modérateur. Art au Théâtre Montparnasse, Yasmina Reza, encore une fois jusqu'en décembre, mais sans doute bien au-delà. Ça risque d'avoir le même succès que le Cercle des Poètes Disparus qui vient de reprendre. Oui. Alors, il ne faudrait pas, parce que le Cercle des Poètes Disparus, il y a une double distribution maintenant. Voilà. Il ne faudrait pas que Art, il y ait une double distribution, parce qu'on va vraiment voir ces 3 acteurs-là. C'est vraiment important que ça soit ces 3-là. On va voir cette amitié-là. Ça sera peut-être très bien avec 3 autres, mais voilà. Exploser en plein vol. Allez, il nous reste un petit quart d'heure pour faire un tour de table des coups de cœur, éventuellement des coups de griffe, des pièces en ce moment. Dominique, on commence par vous? Oui, je veux bien parler un petit peu de... Moi, je voudrais donner un grand coup de chapeau d'abord aux Poches Montparnasse, parce que... Je trouve que depuis que regretté Philippe n'est plus là, sa fille a repris le flambeau avec un courage, ténacité
et débrouillardise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous pour le théâtre, et elle arrive à faire vivre des textes immenses dans des tout petits lieux, enfin elle et ceux qui montent les pièces, bien sûr, toutes les équipes. Et je trouve qu'elle a fait de son théâtre quelque chose qui bruise tout le temps. Et voilà, c'était un petit coup de... C'est très rare quand on est déçu aux poches, non ? Oui, non, mais je peux même rebondir sur ce coup de cœur pour faire le même, si je peux dire. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un côté... Donc, il y a tout ce que vous dites, qui est parfaitement vrai, mais il y a une clientèle, comment dirais-je, fidèle et chaleureuse dans ce truc-là. Il y a une ambiance, quoi, très particulière. Il y a une atmosphère. C'est au bout. Voilà, il y a un foyer avec. Très familial. C'est au bout d'une impasse. Ouais, c'est au bout d'une impasse. C'est un côté comme ça, le coin de Paris dans lequel on n'est pas dans des grandes institutions. On est dans une petite institution culturelle, une petite PME culturelle familiale, et c'est extrêmement sympathique. Et il trouve toujours des textes. Oui. Tout souvent très littéraire, il faut quand même le dire. Oui. C'est et là, il y a les Justes. Et en ce moment, il y a les Justes, qui est formidable. Alors, je suis allée voir les Justes, qu'a adapté Maxime Daboville. Il a resserré le texte, ça dure à peu près 1h15. Et je ne savais pas, mais c'est la première fois qu'il met en scène un spectacle avec ça. Ah bon ? Il n'avait jamais mis en scène. Et en fait, c'est des élèves qui ont formé une petite troupe. Ils sont jeunes. Ça s'appelle la compagnie Faute de Frappe. Ouais. J'aimerais bien citer un peu les acteurs parce qu'ils sont vraiment bien. Arthur Cachia, Oscar Voisin, Étienne Ménard et Anne Vauquier. Et Marie Vauquier, pardon. Vauquier. Je ne vais pas vous faire un cours de philo sur Albert Camus. On connaît l'histoire. Non, il faut la raconter un petit peu. Il faut raconter un peu le contexte historique. Nous sommes en 1905. Nous sommes en 1905 et il y a un groupe qui font partie du Parti socialiste russe qui veulent commettre un attentat, qui veulent tuer Serge, le Grand-Duc. Le Grand-Duc Serge, qui est donc le neveu du tsar. Et donc, tout est organisé. Ils se retrouvent tous ensemble dans une espèce d'appartement un peu cave. Et l'un des terroristes, qui est un jeune homme romantique, amoureux, idéaliste, est chargé de lancer la bombe. Et au moment où la voiture à cheval passe, et il doit balancer cette bombe, il voit qu'il y a des enfants avec lui, et donc il renonce. Il lance pas la bombe. Il ne lance pas la bombe. Et il retourne dans l'endroit. Et là, il y a une confrontation avec Stéphane, qui est son exact opposé, qui est lui aussi terroriste. Mais pour lui, la fin justifie les moyens. Il lui dit « Je n'aurais pas eu la main qui tremble, enfant ou pas enfant, on va au bout. » Donc quand il va repasser, on relance la bombe. Voilà. Donc il y a un deuxième passage de voiture. Et là, notre ami Kaliaïev lance la bombe, puisqu'il n'y a pas d'enfant, et tue le... C'est une pièce très intéressante de Camus sur qu'est-ce que c'est qu'être révolutionnaire, jusqu'où on peut aller entre envie de justice. Tout justifie le meurtre? Non, mais c'est très beau. Et donc, il y a ces deux personnages qui s'opposent. Est-ce qu'on peut assassiner quelqu'un pour une pensée? Voilà. C'est toute la question. Et l'un des deux préférera mourir. Il y a une femme aussi. C'est important. Il y a une femme qui est quand même amoureuse absolument de tout le monde. Dès qu'ils ont une bombe en main, elle est contente, ça lui plaît. Elle trouve que c'est des bons révolutionnaires. Elle aime les révolutionnaires. C'est formidable, Adora. Alors, si j'ose, c'est pas une remarque désagréable, mais l'écriture est un tout petit peu démodée, quelquefois. Parce que c'est un petit peu insistant, un petit peu... Démonstratif. Oui, démonstratif. Mais la mise en scène est très sobre. Ça, c'est pas oui, un peu mais la radio mise en des scène années 50. comme ça. Un très beau un décor tout simple. Et ça fonctionne très bien. On comprend bien les fonctions des personnages. C'est un de mes coups de cœur cette année. Aimé ça ah aussi, oui. Et j'ai adoré ces jeunes acteurs-là qui sont vraiment bien. Ouais. Puis le travail de mise en scène, de son, il y a un son qui est formidable. On ne parle jamais du son, mais là, il a une importance folle. On entend la calèche, on l'entend partir, on entend... Non, mais ça a l'air bête, mais... Non, c'est très important dans la pièce. Judicieuse, cher Dominique. On reviendra
de votre côté? Question ambiante. Bernard, oui, un coup de cœur. Mais on a vu La Corde. Enfin, j'ai vu La Corde. Oui. C'était au départ une pièce de théâtre qui a été adaptée par Hitchcock. Et qui en a fait un film qui est devenu assez célèbre. Pas son meilleur, mais qui est un peu... Non, c'est le premier film en Technicolor. Avec James. Et c'est son premier film, et c'est le premier film, soi-disant, parce qu'après, techniquement, il ne pouvait pas le faire, mais c'est un seul plan séquence. C'est un huis clos, ça se passe à l'intérieur. Enfin, il y a plusieurs... Il y en a 11, en fait, je me suis renseigné, mais bon, il y a 11 plans quand même, parce que les bobines font 8 minutes, donc il y a forcément... Mais il a très bien fait les coupes, donc on a l'impression que c'est un plan séquence. Et là, au théâtre, on a un plan séquence, finalement. Le rideau s'ouvre, c'est un appartement, c'est un couple de deux garçons, un couple de gays. Ils ont entendu au cours de philo, il y a un prof de philo qui leur a dit qu'il y avait quand même je schématise, mais une race supérieure, et que la race supérieure, finalement, pouvait allègrement tuer la race inférieure, ça n'avait aucune importance puisqu'ils sont inférieurs. Ils ont mal compris Nietzsche, Ils ont enseigné du Nietzsche, ils n'ont pas très bien compris. Voilà, alors ils l'ont adapté. Ils l'ont adapté à leur propre vie. Et donc ils invitent un copain qu'ils n'aiment pas du tout, qui était dans leur... d'ailleurs. qui est là, donc ils l'invitent, et paf, ils ont une corde sous la main, parce qu'ils sont en train de déménager. Donc ils ont des colis, de la corde et tout ça, ils prennent la corde et paf, il tue le mec. Et c'est le début, je dévoile pas grand-chose. Et il l'enferme dans un coffre, et là, ils décident puisqu'ils vont dépendre c'est le mot avec la corde, ils vont dépendre la crémaillère. Donc là, ils invitent, il y en a un qui est très snob, un des garçons, ils invitent la mère qui est hyper snob, hyper prétentieuse, hyper snob, et ils invitent tout le monde à dîner, et puis la fiancée du mec mort, la future fiancée du mec mort, et le voisin du dessus qui est plombier et qui déteste. Donc il y a tout ce petit monde qui se retrouve autour du coffre où il y a le mort dedans, et ils font un petit pique-nique là, un petit cocktail là au-dessus du truc, et ils invitent aussi. Alors là, bon, c'est tout là, c'est pour ça qu'Hitchcock a aimé cette pièce, c'est qu'ils invitent leur prof de philosophie qui leur a enseigné ça, et qui observe tout et qui voit bien tous les gestes et tout ça. S'il y en a un qui transpire, l'autre qui transpire pas, l'autre parce qu'il y en a un qui est un peu couard et l'autre qui est plus énervé. Et il observe tout ça et il va les coincer quand même. Et peut-être que lui, il sera coincé aussi parce que les deux jeunes lui disent « mais c'est vous qui nous avez enseigné ça ». Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Mais d'ailleurs, ça fait un peu écho au Juste de Camus. Oui, un peu. C'est aussi la philosophie politique. Et dans une ambiance très réussie. Dostoïevski, Crime et Châtiment, c'est un peu aussi... Oui, c'est ça. Mais c'est très, 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 très bien joué. C'est Myriam Boyer qui fait la mère. Elle est exceptionnelle parce qu'elle n'a pas personne n'a vraiment le premier rôle, mais elle n'a pas le premier rôle, mais elle le fait très 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 bien, parce qu'elle est hyper désagréable, et c'est très drôle. Et puis dans un décor des années 50, un appartement comme ça, et c'est une adaptation, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe à Paris, dans l'île Saint-Louis, donc l'adaptation est très réussie aussi, le décor est très fin, très subtil, tout en marron, on passe une bonne soirée. Une belle tenue en plus. Une belle tenue, et on se dit quand même, c'est vrai, qui a raison, qui a tort dans cette histoire? Oui. Enfin, moi, je me suis posé la question. Tout à l'heure, on a parlé d'amour, on va continuer à parler de la mort avec la petite boutique des horreurs. Ah oui, c'est drôle. C'est le spectacle préféré de Bernard. Ah oui? Moi, j'ai adoré ce spectacle. Oui. J'en parle à beaucoup de gens qui me disent « Oh ben non, on n'aime pas, ils veulent pas y aller, et tout ça, ils ont tort. » Ah oui, ils ont tort. Voilà. Je l'ai vu, ils ont tort. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Quand même une comédie musicale. Oui, c'est une comédie musicale. C'est bien dansé, c'est bien chanté. Ça swing beaucoup. Ils font des claquettes. Enfin, ils font tout ce qu'il y a dans les comédies musicales, avec un thème assez drôle quand même, puisque c'est un jeune. C'est à New York, en pleine dépression, un quartier pauvre, et c'est un fleuriste. Ça va fermer, la boutique va fermer. Mais un jour de pleine lune, il achète une petite plante comme ça. Puis un jour, la plante le mord. Et alors, il se rend compte qu'elle adore le sang, cette plante, et qu'en le mordant, elle grandit, puis après elle veut des steaks, puis après elle veut manger le voisin, et puis alors il fournit à la plante tous les... Et moi j'ai trouvé cette idée quand même de... Aujourd'hui, où on nous glorifie la nature tout le temps, on ouvre la radio, la télévision, les journaux, la nature est gentille, l'homme est méchant, il détruit la nature. Et bien là, c'est totalement l'inverse. La nature, elle détruit l'homme, et c'est tant pis pour l'homme. Voilà. Dominique ? Et tu peux dire que quand même, c'est mis en scène par... Oui, c'est mis en... oui, alors Christian Reck et Valérie Le Sort. Et Valérie Le Sort s'accompagne. Parce que ça, c'est quand même aussi une référence. Et Valérie Le Sort qui est très forte, on le sait bien, 20 milieux sous les mers, qui est très forte pour faire des je sais pas comment on appelle ça, des marionnettes, pas des marionnettes, mais enfin des marionnettes. Voilà, des objets, enfin des objets étonnants. Qui fait 3,50 m de haut à la fin. Donc là, cette plante gigantesque qui occupe toute la scène du théâtre et qui veut dévorer tout le monde, puis la bien fait. C'est très bien fait parce qu'on y croit, on croit vraiment que c'est je sais pas. Alors que je crois qu'il y a un bonhomme dedans. Dans ces
des feuilles. Bah, bien sûr. C'est celui qui fait la voix. J'ai faim. Oui. C'est le même. Mais t'as vu combien pour saluer, ils sont, je sais pas combien, il y a plein de. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui manipulent derrière des choses. Oui, il y a beaucoup de manipulations. Et il y a des chanteurs, il y a des danseurs. Ah oui, et il faut dire le courage quand même du théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un théâtre de 1000 places. Il faut remplir quand même les places avec une très grosse production, avec des chanteurs, des danseurs, les musiciens. Il faut quand même remplir le spectacle. Et je trouve que c'est courageux pour un spectacle, un théâtre privé, de se lancer dans une telle opération. Ils sont 19 quand même. C'est rare aujourd'hui de voir des... Et c'est un bon spectacle de Noël. De marionnettes. Oui, même avant. Et on peut emmener les enfants. Pour la Toussaint, Halloween. Mais pour Halloween. Les ados vont adorer ça. Et il y a un dentiste incroyable. Il y a des scènes avec un dentiste fou. On n'a plus envie d'aller chez le dentiste. Déjà qu'on n'avait pas très envie. Dominique, un dernier coup de cœur? Moi, je voudrais Franck Detsmet qui joue, j'arrive jamais à dire son nom correctement, pardon, qui joue Saint-Exupéry dans un petit théâtre que j'aime beaucoup aussi, le Lucernaire, et qui c'est un spécialiste de ça. Il endosse des rôles d'écrivains comme ça, Gary, Kessel, et là, il est Saint-Exupéry, et il nous offre un portrait de cet homme à la fois épris de liberté, qui s'engage dans des combats, qui est amoureux. Et on sort de là, voilà, comme d'habitude avec lui. On applaudit bien fort. J'ai été vite. Très bien. Bon. Et puis j'ai vu que le repas des faux reprenait. Ah oui. Ah oui, mais ça c'est une reprise de reprise. Je me souviens que ça vous avait pas. C'est formidable. Non, c'est formidable. Non, non. Marin avait trouvé ça terrible, non? Avec Thierry Frémont, d'ailleurs, je ne sais pas comment il va faire. Oui, les théâtres sont proches. Hein. Oui, enfin, les horaires aussi. Ça doit être pour ça qu'il y a traverse la rue. Oui. Et l'autre côté de la rue... Les Marins, vous, c'était pas... Non, mais je trouve qu'il y avait un côté exaltation d'une certaine lâcheté française de juin 40. Qui existe, hélas. Qui existe, hélas, mais qui est très appuyée. C'est dans un immeuble, les gens doivent dénoncer quelqu'un. Oui, ils doivent dénoncer quelqu'un pour pas être fusillé par les ça aussi, on est dans la philosophie politique. Oui, bien sûr. Non, mais après, le thème est parfait. C'est la roulette russe. Oui. Non, mais je sais pas, mais il y a la roulette russe. Franchement, la lâcheté dans ces cas-là... Peut-être que je serais lâche. L'enjeu est très intéressant, la pièce est très bien jouée. En fait, il faut rappeler que la Gestapo demande au propriétaire de l'appartement qui fait un dîner. Oui. Il y a 2 soldats qui ont été tués, 2 soldats allemands. Il faut qu'il désigne 2 personnes qui vont être fusillées. Donc, le repas, c'est qui va-t-on donner aux Allemands pour être fusillés. Ouais. Alors, et tout le monde se débine, évidemment. Donc, mais c'est l'humain quand même. Marin. Oui, non, mais à l'occasion de ce drame, il y a une sorte de démonstration des qualités morales de la France. Ils ne sont pas résistants, ce sont des gens... Gêné, mais bon, c'est personnel. Ce sont des gens ordinaires, ils ne sont pas résistants. Ils ont... Forcément qu'ils sont lâches devant une Oui, non, mais il y a le spécialiste du... Moi, ce que j'ai aimé, c'est la mise en scène. Elle est très maligne. Et c'est tout. On a plein les yeux. Théâtre Hébertot, vous voulez encore dire un mot, Bernard? Non, parce qu'on dit que du bien, et puis alors moi je vais dire... mais oui. Du mal. Ça, c'est... Oui. Non, parce que moi j'ai vu une pièce, c'est au Théâtre Le Pic. Pourtant, Théâtre Le Pic, on a envie d'y aller, voilà, c'est à Montmartre. On a souvent dit du bien. On a souvent dit du bien. Et là, alors vraiment, une pièce qui a eu beaucoup de succès au Bélier d'Avignon. Donc pareil, le Bélier, on se dit, c'est une marque, quoi. Ça peut être bien. Voilà. Donc des jeunes, 3 jeunes, qui ont écrit une pièce, qui jouent et ont écrit une pièce, qui s'appelle Fin et Fin. Donc c'est la fin du monde. Et à cette fin du monde, ils décident d'aller voir le dernier coucher du soleil à la plage, plus loin, en voiture, faire un pique-nique. Sauf qu'ils rencontrent beaucoup, parce que comme c'est la fin du monde, les gens se transforment en zombies. Alors moi, j'aime beaucoup les films de zombies. Hein, ça, c'est pas la question. Donc un zombie, il faut le savoir, si vous le croisez, il vous bouffe le bras et vous devenez zombie. Donc c'est le bordel. Mais alors donc c'est tout leur trajet, sauf que je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, c'est hyper lent. Enfin, ils jouent très très vite et en même temps ça paraît long, c'est lent, les blagues sont répétitives, ça, je sais pas, ils font rien. Enfin, pour moi, rien ne fonctionne. Peut-être à leur décharge que c'est un truc de génération. Peut-être que je suis trop vieux pour ce genre de pièce. Mais arrêtez de parler de votre âge. Non, mais parce que c'est vous qui m'avez lancé sur le terrain. Ah ben si, vous avez dit de vous relancer tout le temps. Oui, non, mais alors vénérable. Ce soir-là, essayez de nous faire un compliment au début d'émission en disant que vous aviez à peine 45 ans et vous ne cessez de dire que vous avez le double. Non, mais parce que dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une vingtaine d'années. Ils rient à fond la caisse, tout. Mais les blagues. Pas tant que ça. Puis un petit peu quand même, on sent qu'ils sont fébriles là-dessus. Ils rigolent moins qu'à The Loop, par exemple.
beaucoup oui, moins. Oui, c'est vrai. Alors, bon, The Loop, c'est formidable. À côté, The Loop qui reprend au théâtre du Petit Montparnasse. Voilà. Et à propos de reprise, on va beaucoup rire, je pense, au mois d'octobre, au théâtre de la Michaudière, qui fêtera ses 100 ans avec La Jalousie de Sacha Guitry, mis en scène et joué par Michel Faux. On en parlera sûrement dans un prochain club. Merci encore à tous les quatre. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.